a fait croire en France que l'optimisme, c'est presque ça n'avait pas de valeur d'être optimiste. Pour moi, l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. C'est-à-dire que sans optimisme, tu vas pas changer de job. Sans optimisme, tu vas pas construire une entreprise. Sans optimisme, tu vas pas te mettre en couple. Sans optimisme, tu vas pas faire la déclaration de ta vie à quelqu'un. Si tu exprimes ce que tu es, les autres s'ouvriront et tu rencontreras qui sont les autres. J'aime cette subtilité de l'être humain au-delà du masque. Ah, j'adore les gens perchés, tu vois. Enfin, je trouve ça, je trouve que ça donne du merveilleux, ça donne de l'humilité, de l'inconnu, de l'insoupçonné, tu vois. J'adore ce mot, en fait. Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Catherine Testa, cofondatrice de l'optimisme.com, conférencière sur des sujets autour du futur du travail, auteure des best-sellers Oser l'optimisme, Oser être soi-même au travail et également Synchronicité, dont on parlera plus vastement durant cet épisode. Catherine, un immense merci de me faire l'honneur de ta présence pour cet épisode. Merci pour l'accueil. J'ai tout de suite pensé à toi et encore plus parce que j'ai lu récemment, au mois de décembre, tu vois, ton livre Synchronicité et ça a été hyper frappant, tu vois, ça a été une forme de synchronicité pour moi de te recevoir. Donc c'était une jolie image. Catherine, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas encore? Waouh, c'est toujours dur de se présenter. Alors, je m'appelle Catherine Testa, comme tu l'évoquais. Je suis une entrepreneuse, on va dire ça comme ça, une entrepreneuse engagée, euh, presque malgré moi. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de l'optimisme. J'ai fondé effectivement l'optimisme.com et l'optimisme.pro, qui sont deux médias qui visent à mettre en avant les initiatives positives, à la fois dans la société avec l'optimisme.com et à la fois dans le monde professionnel avec l'optimisme.pro. Euh, j'ai toujours cru à l'optimisme en me disant c'est le prérequis à toute action. Je savais pas du tout, c'est toi qui me l'as appris que l'optimisme était justement lié à Jupiter. En parallèle, je suis auteure de plusieurs livres, t'évoquais Synchronicité, donc forcément Oui. ton univers me parle et je sais pas quoi ajouter, mais il y a un long parcours professionnel derrière tout ça. Et c'est hyper intéressant parce que moi j'ai mis du temps à faire la différence entre le pouvoir et la puissance en fait. Tu vois, le pouvoir, il est autoritaire. In fine, il se fait souvent au détriment de l'autre. Et bah, Jupiter, j'avais peur que ça soit ça. Alors que la puissance, c'est l'inverse. C'est les autres qui te la donnent. C'est la force, comme tu dis, c'est aussi ce genre de planète qui l'incarne. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, Jupiter, on peut se dire un peu autoritarisme, prise de sa place aux dépens de l'autre, alors qu'en l'occurrence, pas. C'est ce dont on a besoin souvent quand on est femme, entrepreneuse et entrepreneur, où on s'excuse parfois beaucoup, bah, c'est prendre sa juste place, en fait, par la puissance et non par le pouvoir. Donc, je trouve très intéressant cette corrélation entre Jupiter, entre Jupiter et finalement l'optimisme. Bah, c'est très joli, c'est vraiment incarner sa propre puissance personnelle pour aller incarner et déployer ses projets sous ce fond d'optimisme qui est important et dont on aura le temps de décortiquer. Juste avant de démarrer et de revenir sur ton parcours, Catherine, toi, l'univers et le cosmos, ça t'inspire quoi?
Ah, ça m'a toujours inspiré beaucoup de magie. Alors il faut savoir que je suis diplômée, alors je fais un petit écart sur mon parcours. Je suis diplômée, en physique-chimie avant d'être diplômée en développement durable. Et j'ai toujours été fascinée par la physique quantique, qui pour moi était quelque chose d'étudié finalement dans mes études, hein, qui m'a permis peut-être de m'ouvrir justement sur cette notion d'incertain, sur cette notion d'univers, sur cette notion de subtilité qu'on ne comprend pas, tu vois? Mmh. Finalement, la recherche dans le monde quantique, elle est ongoing, tu vois, elle est en cours. Donc, il y a une notion d'humilité. Et pour moi, l'univers, c'est un peu ça. Pendant très longtemps, quand j'étais jeune, en fait, mais bien avant, hein, bien avant les réseaux sociaux, j'avais MSN, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, ça devait être 80, je sais pas, 98 peut-être. Ouais, possiblement. Et ben, mon petit avatar, c'était un petit infini, en fait. Et c'est un Ah! peu ce que ça a toujours été ça. Et j'ai une relation très particulière au temps. D'ailleurs, quand tu Mmh. reprends le temps, tu vois, l'infini, il est Ça couché, fait un c'est tablier. l'infini, et verticalement, c'est le sablier. Tu Mmh. vois, j'ai toujours beaucoup, beaucoup réfléchi à la notion d'espace-temps. Et pour moi, l'univers, ça me rapporte à ça, une sorte d'humilité, de questionnement. Je suis pas sachante dans le, comment ça s'appelle, dans le domaine, mais je sais que c'est quelque chose que, si j'avais plus de temps, j'aimerais largement explorer. Et c'est marrant parce que récemment, dans mon équipe, quelqu'un me disait que elle, ce qui l'a fasciné, c'était l'infini petit, l'infiniment petit, en Mmh. fait. Et c'est vrai, on peut être fasciné tant par l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Je vais te partager peut-être cette anecdote en matière d'univers. Moi, j'ai longtemps été convaincue, mais je sais pas d'où ça vient, je sais pas si j'avais vu un film ou pas. Depuis que je suis gamine, en fait, cette notion de rapport à la distance. À un moment Mmh. donné, je me suis dit, mais la Terre, c'est peut-être une bille et quelqu'un est en train de jouer avec la bille, en fait. Mmh. Et parce que, bah, quand tu te mets au niveau, je sais pas, d'un petit microbe ou d'une puce, en fait, elle ne peut pas voir le reste, elle ne voit que par rapport à son référentiel. Et je me suis longtemps interrogée sur le fait, est-ce que, bah, finalement, nous, on est la bille de quelqu'un de plus grand, qui est lui-même la bille de quelqu'un de plus grand. Et ça m'a toujours un peu, ouais, ce questionnement, déjà, je sais même pas si un jour je pourrais y répondre, parce que si la notion de temps et d'espace Mmh. est trop complexe, bah forcément, on peut même pas s'en rendre compte qu'on est une bille. Et je me suis toujours posé tu vois, ce genre de petites questions par rapport à tu vois, parce que les planètes sont d'autres billes, d'un autre référentiel. Je me suis toujours interrogée sur ce genre de choses. Oui, c'est joli. Ça me fait penser un peu aussi bah, tu vois, aux poupées russes, jusqu'où on peut aller si petitement. C'est vrai que quand on commence à penser à l'univers, on pense à l'infiniment grand. Et je m'étais jamais posé cette question de l'infiniment petit. C'est Ouais, intéressant de se dire, bah, d'inverser le ratio. Finalement, c'est la même chose, c'est un tout, ouais. mais c'est deux prismes, deux facettes différentes, quoi. Mm. Et surtout, on se rend compte que généralement, dans l'infiniment petit, il y a exactement les mêmes rapports que dans l'infiniment grand, en fait. Du coup, est-ce qu'on est toujours dans ces rapports qui sont toujours la même chose, en fait? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de fascinant du lien à l'autre. Et est-ce que finalement l'infiniment grand devient l'infiniment petit, tu vois? Est-ce que c'est une boucle tu sais, je sais pas. Je me pose, j'ai pas cherché les éléments de Oui. réponse, hein, je l'avoue, mais régulièrement, je me pose les questions. Je trouve que ça donne un peu de magie, tu vois, au questionnement de la vie. Totalement. Et je te rejoins sur voilà, sur ces magies de la vie, sur ces mystères à ce qu'on ne pénétrera peut-être jamais, mais c'est peut-être ça qui fera la beauté du mystère aussi, ne pas tout comprendre et se dire qu'on fait partie de ce quelque chose, voilà, selon comment on le voit. Je suis même pas C'est sûre ça. que parmi mes potes ou mon entourage, il y en ait beaucoup à qui j'ai raconté cette anecdote, tu vois. C'est super chouette. Et donc toi, Catherine, donc aujourd'hui, tu es une entrepreneure engagée. Donc avant de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, tu as travaillé une dizaine d'années dans le domaine du développement durable et aujourd'hui, tu mets en avant des initiatives positives. Qui a été un énorme succès et Dieu sait si on a besoin de plus voilà de mouvements et des personnes justement qui abordent le monde, la vie, le travail, la société de cette façon. Mais quel a été toi ton cheminement pour en arriver là? Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et justement quelles ont été ces différentes étapes, puisqu'on sait que c'est jamais linéaire, pour en Ouais. arriver à ne serait-ce qu'à créer l'optimisme? Eh ben, écoute, on va dire pour moi, c'était de la pure logique. Faut être très clair, dans la mesure où je viens du domaine du développement durable, donc des sciences plutôt dures en fait, des environnements probablement
relativement anxiogène et j'étais, au bout de plusieurs années à travailler dans le domaine, tombée peut-être dans une forme de cynisme. Tu vois, on parlait pas encore d'éco-anxiété, on parlait pas encore de tout ça, mais je me disais que si j'allais continuer à travailler purement et simplement dans ce domaine-là, j'allais trouver que les choses n'allaient pas assez vite, qu'on ne se rendait pas compte du rapport de la nature, que l'humain faisait un peu n'importe quoi parce qu'il ne réfléchissait pas. En fait, j'avais vraiment cette impression et en parallèle, j'avais vécu dans différents pays, j'avais passé pas mal de temps aux États-Unis, puis après je suis allée en Espagne et au Portugal et je me disais que parmi effectivement un contexte relativement anxiogène, il y avait des gens incroyables qui s'engageaient pour faire quelque chose. Tu vois, et on les voyait jamais. On les voyait jamais dans les médias. Les médias ne parlaient que de ce qui n'allait pas. J'en voulais beaucoup à l'époque aux médias. J'ai remis un peu de l'eau dans mon vin depuis parce que j'ai compris que les journalistes en parlaient parce que c'est aussi parce qu'on cliquait dessus. Hein. Ils n'avaient pas forcément choisi de ne parler que de ça. Mais je me disais que moi, ce qui me faisait du bien à l'époque, c'était de voir des salariés qui essayaient d'engager leur entreprise dans le sujet de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, ou de la qualité de vie au travail. En fait, tu vois, de voir que des gens agissaient. Parfois, c'était des personnes qui bossaient dans des assos, des inconnus, des citoyens, voilà, parfois des artistes. Et je me disais, punaise, il y a des gens qui font du bien. Et c'était eux qui me faisaient du bien à moi pour retrouver les ressources pour agir après. Et je me disais que le monde, il changeait pas par la théorie, mais par l'exemple, tu vois, par l'action, et qu'il fallait les montrer, qu'il les mettre en avant. Et j'avais rien de rien dans le domaine du développement, dans le domaine des médias. Hein. J'y connaissais que dalle. J'étais pas du tout du sérail. Je connaissais personne. Et en plus, comme j'avais vécu à l'étranger, j'étais quand même pas mal déphasée. Voilà, pas mal déphasée. Et je me suis dit, ok, bon ben pour changer quelque chose dans notre rapport à la Terre, tu vois, le rapport à l'univers, c'est aussi notre rapport à la Terre, hein, eh ben, il va falloir donner aux gens l'envie d'agir. Mais l'envie d'agir, c'est l'envie d'agir concrètement, mais c'est aussi l'envie d'être, enfin, l'écoute de soi-même, l'envie vraiment d'être, tu vois, d'être soi, de répondre à ses vrais besoins et pas à des besoins qui ont été, on va dire, manipulés par enfin, pardon, mais parfois par des médias, parfois par des pubs, tu sais, des faux besoins qui ont été créés qui nous remplissent pas, en fait, nous, en tant qu'humains, qui remplissent vaguement nos maisons, mais qui remplissent pas nos cœurs, en fait. Et du coup, il y avait cette notion où je me disais, il faut que les gens s'autorisent à, en fait. Et que ça allait marcher en mettant des parcours de vie en avant, en donnant des astuces. Et c'est comme ça que je me suis arrivée à fonder l'optimisme.com d'abord. Et là, ça a été un engouement, comme tu le dis, parce que moi, je me sentais très seule au démarrage, hein, parce que je me rappelle des copains ingénieurs qui m'ont dit, mais meuf, qui ça va intéresser ton truc des dépressifs? Alors que pour moi, c'était ça ferait du bien effectivement aux gens qui sont voilà qui souffrent voilà parfois de pensées dépressives. Je me disais ça fera du bien et puis à l'inverse, je veux dire Mais tout pas que. entrepreneur, toute personne qui a envie d'agir, il en a besoin aussi en fait d'optimisme. Et j'ai beaucoup au démarrage et j'ai beaucoup douté hein, en me disant mais c'est vrai, c'est pas très intellectualisant machin, mais en fait c'était un besoin en fait, c'est un besoin de base et on oublie parfois nos besoins de base qui sont de bien manger, d'avoir de la joie, d'avoir du lien social, tu vois, on oublie nos besoins de base pour des besoins intellectualisants presque. Et donc j'ai fondé vraiment l'optimisme, ça a engouement, et puis très vite je suis arrivée à l'optimisme.pro pour parler de la qualité de vie au travail, donc du bien-être au travail, parce que tout ça est relié en fait. Quand tu te sens bien toi-même, tu vas mieux interagir avec tes équipes. Et de fil en aiguille, donc j'ai écrit différents livres, Oser l'optimisme, Oser être soi-même au travail, Synchronicité, un prochain là qui va bientôt sortir. C'est génial. Et c'est vrai que comme tu le dis, c'est tellement un besoin de base qu'on l'oublie et que du coup, tu as, j'imagine, dû être heurté à des résistances et aux peurs et aux projections des autres. Quand tu disais, mais t'es complètement folle ou qu'est-ce que tu vas aller faire ça? Et justement, comment est-ce que face à ces réflexions-là, toi, tu as réussi à garder le cap? Tu as puisé dans ton propre optimisme, mais voilà, comment tu ne t'es pas laissé, parce que bah, ça peut arriver de se dire, ah oui, ils ont peut-être raison. Comment toi, au fond de toi, t'as Waouh. gardé ce... Alors, on va commencer par 2 ans de doute, parce que quand tu as des gens très rationnels à côté de Oui, toi, quand tu leur dis que tu veux parler d'optimisme en France, parce que l'idée, elle a germé dans mon cerveau en 2012, hein, donc 2014 peut-être.
Autant te dire que on était culture française, on n'en était pas aujourd'hui comme on en est aujourd'hui en 2022, où on parle peut-être un peu plus de bonheur, on parle peut-être un peu plus de bien-être parce que la crise est passée par là entre-temps. Donc 2 ans d'hésitation, vraiment, où je me trouvais tout un tas de prétextes pour rester. Parce que, bon, bah, je partirai après les prochaines vacances. Bon, bah, il y a ça, il y a ceci. Tu sais, tu trouves des faux prétextes qui... Et pourtant, j'avais vraiment cette notion, tu sais, la petite voix qui te dit, non, mais, enfin, faut le faire, tu vois. Au pire, tu vois, au pire, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et donc, il a fallu déconstruire tout ça en me disant, bon, bah, au pire, bah, je vais pas perdre mes compétences en développement durable. Je vais pas perdre mes compétences que j'ai acquises dans mes études et après en bossant pendant des années sur le sujet. Euh, Après, une fois que j'ai lancé, je suis partie à l'étranger. Je suis partie en Espagne pour m'isoler parce que sinon, tout le monde me faisait des propositions pour aller bosser chez eux. Donc, tu vois, Ah, il y a eu quand un les gens, revirement. bah, bah oui, parce que forcément, t'as démissionné, les gens avec qui t'as taffé t'embaucheraient bien. Et en fait, j'avais peur de me laisser aller à une forme de confort en me disant, bah attends, quand même, c'est sympa. Puis des belles propositions, en fait, hein, parfois. Qui peuvent nous Euh, défocus de ce que tu voulais vraiment Ouais, oui, et concrétiser. au-delà de ça, et ça, je pense que c'est hyper intéressant à raconter, c'est-à-dire que moi, j'avais rencontré personne de perché. Mais dans mon vocabulaire, hein, je préfère le préciser, J'adore le perché, mot, c'est j'adore quelque le chose mot. de noble. Mm. Tu vois, J'adore c'est le mot. quelque chose, moi j'adore les gens perchés, tu vois, enfin je trouve ça ouais, Mm. je trouve que ça donne du merveilleux, ça donne de l'humilité, de l'inconnu, de l'insoupçonné, tu vois, j'adore ce mot en fait. Et je les rencontrais pas du tout en France parce que bah, j'étais un peu dans le même groupe de potes, dans le même groupe de collègues. Et j'avais une collègue qui était un peu dans la même veine que moi, mais qui était partie vivre à Tahiti. Les autres, c'était vraiment très rationnel. Et au-delà de ça, il y en avait qui m'apportaient leur aide vraiment très concrètement. Donc, tu vas devenir entrepreneuse. Je pense à un copain Martin qui était entrepreneur, donc qui a compris ce que c'était que l'entrepreneuriat, donc qui m'a plutôt accompagné sur ce sujet. Mon pote Nico aussi. Mm. J'ai eu quelques copains soutenants vraiment Sur la sur posture. le projet de vie, mais Mm. sur la posture, mais le sujet, c'était pas forcément leur, en Mm. fait. Mais à l'époque, personne n'en parlait, tu vois. Et par exemple, aujourd'hui, Martin est un formidable soutien, même sur le sujet. Donc, tu vois, c'est ça D'accord. aussi qui est intéressant de se rendre compte de l'évolution des autres. Et Mm. je suis partie en Espagne, je parlais pas la langue, je connaissais personne. J'avais quitté un peu tout ce que j'avais en France, mon mec, mon boulot, tout. En fait, partir là-bas, ça m'a permis de me réinventer. Mais pas de me Mm. réinventer dans le sens de devenir quelque chose d'autre en me disant, bah, je vais m'habiller comme ça, je vais faire ceci, mais juste d'être vraiment moi. Et Se c'est rigolo révéler. parce que les premières personnes que j'ai rencontrées sur place, c'était que des personnes qui avaient un peu un côté. La première personne que j'ai rencontrée, à qui j'ai loué l'appart, en fait, qui m'a passé les clés, elle était kinésiologue. Moi, j'avais jamais entendu Mm. parler du mot kinésiologue. Je savais même pas ce que c'était, tu vois, parce que c'était hors champ dans Mm. ma vie classique. Et je ne rencontrais que des gens, bah, finalement, à qui l'optimisme ça parlait, qui avaient une notion peut-être un peu plus magique aussi de la vie. Et c'est, tu sais, on dit souvent, moi, tu parles de Cosmos, moi, j'ai une de mes meilleures amies qui dit souvent, l'univers a horreur du vide en fait. Et je me dis, ben, c'est un peu ça, je Mm. m'étais délestée de ce qui allait me retenir, parce que honnêtement, si j'étais restée, je pense, à Paris pour le faire, je pense que j'aurais craqué en acceptant un job, voilà, en faisant ceci. Et même en étant à Barcelone, j'ai, entre guillemets, craqué parce que je suis retournée bosser quelques mois dans mon ancienne boîte. Mais ça Ah, fait aussi, ça m'a un peu radioé. Bon, alors, c'est anecdotique parce que c'était trois mm. quatre mois, mais c'est pour vous dire aussi, C'est euh, intéressant de le dire. Ouais. bah voilà, en fait, c'est aussi cette notion de bah, c'est pas forcément facile quand on est sur un sujet émergent, en fait, Mm. entre guillemets, de l'imposer aux autres. Mais par contre, le temps fait son œuvre. Et ça, je vais peut-être aussi Mm. témoigner, je trouve que c'est important. Euh, à l'époque, il y avait un de mes collègues, franchement, euh, pareil, plutôt soutenant sur le côté classique, mais qui comprenait pas l'optimisme. Vraiment, Mm. tiens, en plus, mes collègues bossaient plutôt dans le digital, en fait. Eux, ils n'étaient pas forcément dans le développement durable, ils étaient plutôt dans le digital pour beaucoup. Et qui m'a dit, ouais, il y a 2 ans, Kat, il y a 5 ans, je comprenais pas pourquoi tu parlais d'optimisme. Maintenant, j'ai compris. Et tu vois, Ah, c'est c'est vrai. aussi ça qui est important Mm. quand on a envie de faire une reconversion, quand on a envie de parler de ces sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on enfouit. Parce que moi, j'avais l'impression d'être la seule à un moment donné à parler Mm. d'optimisme, hein, enfin, à croire en l'optimisme, parce que Mm. c'était les bouquins, vaguement Internet, mais alors dans l'entourage proche, personne. Donc, tu te sens un peu la décalée aussi du système. Mais avec le temps, en fait, les gens font aussi un parcours eux-mêmes, ils découvrent des sujets qu'ils ne
qu'avant, ils ne pouvaient même pas envisager parce qu'ils ne les voyaient pas, en fait. Ils étaient même Exactement. pas dans leur perspective, en fait. Du coup, ça, je trouve que c'est un message intéressant, enfin, que j'aime bien partager. C'est très joli, comme tu dis, oui, le temps fait son œuvre et je trouve que ça rejoint vraiment la notion de synchronicité où bah il se passe des choses à l'instant T dans la vie, dans la tienne, dans celle des autres et en fait à l'échelle du temps, parfois c'est que en fait quand on retrace nos parcours et c'est ça que j'adore dans les podcasts, quand on est invité, quand on reçoit, bah ça permet de prendre du recul et quand on repose justement sur le papier cette échelle de temps, on comprend les choses qu'après telle ou telle personne et de Exactement. l'importance de pas avoir abandonné. Et je trouve que c'est hyper intelligent comme voilà de partager le fait que tu es parti justement en Espagne pour rester voilà te révéler, rester focus et bah, Ouais. ça arrive bien évidemment des fois on fait des petits pas en arrière ou on se relaisse tenter mais on avance quand même et on va quand même Ouais. dans tu allais quand même dans ta juste direction pour toi. Ouais. Mais je t'avoue, le premier jour où je suis arrivée à Lisbonne, j'étais tombée via un groupe Facebook, j'avais loué un appart. Enfin, tu vois, tout est, finalement, tout est saugrenu, synchronicité, vraiment, quand tu Mm. regardes. Et je me rappelle ce premier jour, je regarde Lisbonne, j'avais une vue sur Barcelone, j'avais une vue sur toute la ville. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Catherine? Mm. Tu sais, donc tu as tout plaqué, tu ne parles pas espagnol, tu ne connais personne dans cette ville. Donc, le premier réveil est quand même un peu, voilà, tu te poses des questions, mais punaise, enfin, la personne qui m'a loué mon appart est devenue une super pote. Mm. Ça m'a ouvert, en fait, à me dire, si tu exprimes ce que tu es, en fait, les autres s'ouvriront et tu rencontreras qui sont Mm. les autres, tu sais, au-delà des masques. Et ce qui s'est passé aussi, et ça, je vais peut-être aussi témoigner, c'est que moi, autrefois, dans mon ancien univers, je voyais que des mecs en costard-cravate ou des gens très engagés, très sur le développement durable. Donc, tu sais, beaucoup d'intellectuels. Enfin, je dirais pas d'intellectualisme, mais tu sais, de réflexion. C'était Corporate, des gens qui avaient ouais. un temps Ouais. d'avance, que voilà, que j'estimais vraiment, mais que je n'avais vu que à travers leur casquette métier. Et le Mm. fait d'avoir de l'influence aujourd'hui, en fait, parce que j'en ai pas parlé, mais l'optimisme, c'est plus d'un million de personnes. Moi, sur mes réseaux sociaux, j'ai plus de 300, 400 000 personnes à chaque fois. Et là, ça fait que les gens qui étaient dans mon ancien univers osent, en fait, être eux-mêmes. Mais avec S'ouvrir des à gens toi. qui me disent, mais ouais, qui me font des messages que pour moi c'était un peu, enfin, tu sais, c'était presque Dieu. Il avait 15 ans de plus que moi. Il avait, Mm. à l'époque, j'en avais 25. Il en avait 40, 50. Il gérait des projets enfin, des mastodontes qui viennent me dire, enfin, tu vois, 10 ans plus tard, moi j'adore ce que tu fais, c'est incroyable, je l'ai jamais dit. Enfin, et tu vois, j'aime cette subtilité de l'être humain Mm. au-delà du masque. Ça doit vraiment, oui, te faire quelque chose d'avoir ces retours-là de personnes où tu te dis, bah, je suis dans le vrai, je suis dans le juste, ça valait le coup de, voilà, tous ces moments de doute, peut-être ces remises en question, j'imagine, de l'importance de ce que tu crées pour oser être soi-même, même au travail, parce que c'est Mm. facile, quelque part facile, c'est même pas facile pour tout le monde, mais c'est plus facile d'être soi-même dans la vraie vie, donc c'est quand même Donc, difficile et ça l'est encore plus au travail. au travail, ouais. Je donnerai ce petit exemple dont, bah, si tu as lu Synchronicité, la dernière anecdote que je donne, il y a 15 ans à peu près, enfin au tout démarrage de ma vie pro, ma première mission, c'était de mettre des gens dans une base de données. Donc j'avais fait un peu de cartographie de toutes les personnes qui travaillaient dans le développement durable à l'époque et parmi ces personnes, il y avait quelqu'un que j'avais mis en base de données. C'était la seule chose dont je me rappelais de cette personne, en fait. Je l'avais mise en base de données et j'avais dû l'inviter régulièrement à des événements parce que à l'époque, elle travaillait à la Poste. Elle travaillait à la Poste, donc pour moi, c'était la personne de la Poste. Voilà. Jamais rencontré pour autant. Rien, tu as rien, juste bah, un peu le truc dont tu te rappelles parce que c'était le démarrage de ton aventure comment dire, professionnelle, tu vois. Juste avant les confinements, cette personne m'appelle en me disant bonjour Catherine, je m'appelle machin. Est-ce que tu te souviens de moi? Alors déjà, c'est quand même la surprise. Tu as répondu un samedi après-midi parce que tu étais un peu en mode larve sur ton canapé, ce qui m'arrive jamais de répondre au téléphone à des numéros que je connais pas. Déjà, j'ai répondu, c'était la première ligne. Que je me rappelle du nom, bah, je me rappelle exactement de qui est cette personne que je n'ai jamais vue dans la vie réelle pour autant, Mm. et qui me dit, je voudrais te dire, j'ai l'intuition qu'il faut que je t'appelle pour te dire que il faut pas que tu baisses les bras, c'est quand tout Mm. va s'effondrer, enfin je sais plus quelle était la phrase, que les gens vont avoir besoin d'optimisme.
Et là, tu te dis, tu as quelqu'un qui ne te connaît pas, qui tout d'un coup Mm. te révèle qu'elle a des intuitions, qui a Mm. un poste de maboule dans une grande boîte bien corporate, tu vois, et qui ose cette fragilité de s'adresser à toi en te disant ça, sachant qu'elle pouvait, parce que, qu'elle savait pas non plus si si Comment j'allais t'allais être réceptive à accueillir ça. Et il ouais. s'avère que la phrase qu'elle m'a dit, un ami me l'avait dit une semaine avant et je l'avais répété à mon équipe. C'était un peu avant le confinement, donc moi je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer parce qu'il y avait des facteurs extérieurs qui, Mm. entre guillemets, qui pouvaient le laisser pressentir. Tu voyais, il y avait une tension, il y avait quelque chose. Et là, tu te dis, en fait, c'est ça la vie. En vrai, comme tu Mm. dis, t'as plein de gens qui ne s'autorisent pas à le dire publiquement, mais si tout le monde le disait, on se rendrait compte que des gens qui, voilà, qui croient en une forme de, alors je dirais pas, je sais pas si c'est de la magie ou du subtil ou au moins de l'humilité de la vie, il y en a quand même un Mm. paquet, en fait, qui explorent de façon différente et je trouve que c'est ça qui fait la beauté, en fait, bah, il y a notre personnage, comment dire, professionnel, comme tu dis, notre personnage social, parce que dans notre vie Mm. perso, on le dit pas forcément, tu vois. Enfin, C'est vrai. moi, parler d'optimisme, qui est quand même un sujet lambda aujourd'hui, Mm. j'avais presque peur de faire mon coming out de l'optimisme, en me disant que parler d'optimisme, c'était quand même moins intellectuel que parler de Mm. développement durable et des problèmes, tu vois. Donc, On a peur d'être jugé, on ne sait pas comment ça va être reçu. Et comme tu dis, en fait, je crois que c'est de se dire, bah tant pis, enfin, de toute façon, c'est moi, c'est ce que je porte, c'est ce que j'incarne, c'est ce que je suis. Donc, je vais jusqu'au bout de ma vision et de mon idée. Et je fais confiance au chemin, à la magie de la vie, de ce qu'on veut, de peu importe ce à quoi on croit. Et en général, il se passe des choses assez incroyables. En tout cas, tu vois, avec toutes les personnes que je reçois ou avec lesquels j'échange, bah, j'ai que des retours comme ça d'histoires incroyables. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose. mmh. Tu sais pourquoi? C'est parce que quand on s'autorise à être soi, bah, on accueille les autres qui ressemblent à notre vrai soi, en fait. Que si tu es toujours dans une forme de rigueur, alors que tu n'es pas rigoureux de nature, bah, tes potes pro, tes potes perso vont être rigoureux et ça va pas forcément te correspondre. Donc finalement, moi, c'est ce que j'avais dit dans le deuxième bouquin, l'authenticité, ça permet à l'autre de l'être, déjà, et ça te permet bah, d'avoir autour de toi des gens avec qui bah, c'est facile, tu sais, où il y a Mm. plus de faux semblants, où de toute façon la réalité c'est qu'on est tous imparfaits, tout va bien, tu vois. Et Mm. c'est pour ça que je crois Mm. beaucoup, Ça, c'est beaucoup en vrai. la force de l'authenticité, dans le fait d'oser des podcasts comme le tien par exemple, même si c'est moins conventionnel aujourd'hui, dans certains milieux aux États-Unis, c'est Mm. complètement admis, acquis, normal de Totalement, parler de c'est vrai. ça et c'est sponsorisé. J'en parlais hier avec un copain, on parlait je sais plus, tu vois, des sciences un peu psychotropes et autres. Aux États-Unis, tu es sponsorisé par les grandes marques de voitures, tu vois. Tu vois, et alors en France, Ouais, on c'est dit quand fou. même pas du tout, hein. Mm. Donc voilà, c'est toujours la question du référentiel, tu vois. Moi, ça me questionne beaucoup la question du référentiel. Par rapport à quel référentiel c'est perché? Bah, c'est peut-être l'inverse, en fait. Si on est que des gens perchés, que tu les pas, Exactement. bah, voilà. Oser, comme tu dis, oser être soi et faire confiance. Et justement, oser croire en l'optimisme. Pourquoi, voilà, toi, quelle en est ta définition propre à toi de l'optimisme? J'imagine qu'on te pose souvent cette question, mais finalement, on Alors, a on me la probablement tous une réponse différente. On a tous une réponse différente. Il y a plein de définitions à l'optimisme, hein, et de toute façon, que tu le prennes du point de vue enfin, de l'histoire ou de la psychologie ou de la philosophie, ça sera pas la même. Moi, je vais te donner la définition Catherine, donc voilà, ça va être la plus simple, voilà, la plus pragmatique probablement. Pour moi, l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. C'est-à-dire que sans Mm. optimisme, tu vas pas changer de job. Sans optimisme, tu vas pas construire une entreprise. Sans optimisme, tu vas pas te mettre en couple. Sans optimisme, tu vas pas faire la déclaration de ta vie à quelqu'un. Tu vois, en fait, l'optimisme, on en a besoin partout dans notre vie pour construire un parcours de vie à notre image. L'optimisme en France est très caricaturalisé. On a l'impression que c'est un peu la naïveté, en fait. On nous a fait croire en France que l'optimisme, c'est presque, ça avait pas de valeur d'être optimiste, tu vois. Fallait plutôt critiquer, c'était bien plus intellectualisant. Et ce que j'expliquais hier à un journaliste,
vraiment, enfin, qui comprenaient pas hein, la notion d'optimisme, je disais, mais c'est que votre référentiel français en France, sur les plateaux TV, vous avez, pardon, mais des hommes cheveux dégarnis. Enfin, je veux pas faire dans le cliché, dans la caricature, mais tu sais, on a un peu des penseurs qui vont théoriser ce que les autres font, tu vois, et généralement critiquer, beaucoup, hein. Et c'est comme ça qu'on paraît érudit. D'ailleurs, tu regardes, il y a souvent beaucoup moins de nanas en plateau, beaucoup moins de gens relativement jeunes. On va critiquer, et c'est intéressant parce que c'est aussi culturellement français, on est le peuple des Lumières, machin. Mais la réalité, c'est que si tu vas sur d'autres pays, sur les plateaux TV, tu as le jeune entrepreneur un peu, voilà, qui essaie de faire des choses en fait. Peut-être qu'entre les deux, il faudrait une juste mesure, mais l'optimisme, Mm. on en a tout autant besoin que du pessimisme. Le pessimisme, il nous permet de nous alerter, donc développement durable, les grands dangers et autres. Ouais, c'est bien qu'on ait des gens qui, voilà, qui nous alertent. Il faut pas un optimisme béat, en fait. Mais la réalité, c'est que l'optimisme, on en a besoin pour agir, faire un constat et derrière, comment est-ce que j'agis au quotidien? Parce que derrière, si on est dans une forme de fatalisme, en fait, et c'est pour ça que pour moi, l'optimisme a été un outil de survie, parce que si on reste dans une forme de fatalisme, mais on fait rien. Mm. C'est-à-dire que on reste dans des situations qui vont nous faire du mal parce que on n'a pas osé, en fait, aller vers du mieux et une société où, ben, on a l'arrogance de penser qu'on peut se passer de l'optimisme. Pour moi, c'est une société où on permet pas aux gens de mener leur parcours de vie à leur image, en fait, tu vois. Mm. L'un ne va pas sans l'autre et j'ai envie de dire le fatalisme est tellement présent aujourd'hui dans nos sociétés que bah, justement c'est de l'importance de porter encore plus l'optimisme et de le distiller à grande échelle, tu vois même et c'est ces petites actions qui font que ça grandit. Toi, qu'est-ce qui t'anime du coup dans ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce qui m'anime? Il y aura le fait de rencontrer des personnes. Je trouve, ça paraît peut-être un bras naïf de le dire, mais je trouve généralement les gens bons, en fait. Je trouve Mm. que les gens ont tous quelque chose à raconter, voilà, que les gens ont des histoires à partager, que, tu vois, quand tu vas au-delà de la caricature que renvoie parfois la personne, il y a toujours, c'est des mondes merveilleux et c'est vrai que l'optimisme et peut-être encore plus l'authenticité, le fait de parler, je te parle aujourd'hui, voilà, comme je parle à tout le monde, hein, dirigeants d'entreprise, artistes, méga stars, Mm. ou mon voisin dans la rue, enfin, ou un passant dans la rue ou mon voisin, je vais parler de la même façon, avec la même, enfin, sans un peu le balai masque, tu vois. Donc les rencontres, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Ce qui m'anime aussi, ce qui est l'optimisme, ça a 6 ans. Donc ça a quasiment 10 ans de germer dans ma tête, enfin Mm. au moins 8 ans, 6 ans que je le fais. Et maintenant, j'ai d'autres sujets qui sont sous-jacents, sont notamment celui de l'inclusion. Je crois beaucoup au fait qu'il faut qu'on arrête de juger l'autre, mettre les gens dans des cases parce qu'ils ont, je sais pas, un trouble psychique, parce qu'ils ont un handicap physique, parce qu'ils sont perchés, parce qu'ils sont, enfin, sont gros, parce qu'ils sont maigres, parce qu'ils sont petits, tu vois, on va toujours, tu vois, j'ai un vrai souci mais allons au-delà, donc c'est quelque chose qui m'anime de plus en plus, en fait, aujourd'hui, et ce qui m'anime, enfin, ce qui me met en joie, c'est l'écriture. Tu vois, Mm. ça, c'est une ressource, en fait, quand on apprend à se connaître, on se rend compte aussi de ce qu'on est, mais ouais, j'ai vraiment j'ai la joie de l'écriture. Bah, ça se ressent dans tes livres, dans tes écrits, dans tes billets, sur tes divers réseaux sociaux et canaux. Euh, et donc là, voilà, tu es en train tu me parlais aussi des sujets de santé mentale. C'est des sujets sur Ouais. lesquels tu as de plus en plus envie de prendre la parole, justement. Et je crois d'ailleurs encore Mmh. plus après bah, l'ère Mmh. 2020. C'est un sujet Ouais. qui... Alors pour moi, c'est mon sujet 2023-2024. C'est le prochain livre d'ailleurs que je suis en train d'écrire. Alors je ne sais pas quand sortira le podcast, voilà, quand les auditeurs vont l'écouter. Donc forcément, en fonction du moment où vous l'écoutez dans l'année, le livre sera sorti ou ne sera pas sorti. C'est un sujet qui pour moi est, tu vois, et je viens de finir l'intro en fait du livre. En fait, j'ai terminé par l'intro. Normalement, je commence par l'intro. Là, j'ai terminé par l'intro, et dans mon intro, je disais, il y a une citation qui dit: «C'est pas signe de bonne santé mentale d'être adapté à une société malade». Totalement. Heu, Mhm.
Pour moi, cette citation, c'est la citation. C'est-à-dire que tu vois, dans toutes les citations, alors il y en a une deuxième que j'aime beaucoup, ne sous-estimez pas, alors je sais plus ce que c'est exactement, la possibilité d'un petit groupe de personnes de changer le monde, mais Mmh. vraiment la citation sur la santé mentale, en fait, c'est une citation qui m'a toujours, avec laquelle j'ai toujours vécu. Et pour moi, finalement, dans un monde relativement malade, et ça vient de mes études dans le domaine du développement durable, j'étais persuadée que tout le monde, à un moment donné, allait vivre une souffrance psychique. Mmh. Alors, selon différents degrés de souffrance, en fait, mais globalement, une crise anxieuse, de la dépression, même des troubles parfois de la personnalité, de la bipolarité. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, c'est souvent des gens très éveillés, en Mmh. fait, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, du coup, qui, en outil, en fait, de peut-être de protection et pourtant outil de souffrance, partent dans d'autres univers. In Mmh. fine, tu vois, là, on parlait de l'univers classique, mais il y a aussi Ouais. les univers, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Est-ce que, voilà, tout l'univers qu'on a. Et donc, moi, j'ai jamais, jamais, mais quand je te dis jamais, eu un jugement euh, négatif sur le sujet de la santé mentale. Et ça me paraissait normal. Et en plus, comme j'ai vécu Mmh. aux US, le fait d'être accompagné, alors, tu vois, un thérapeute, un coach, peu importe, en fait, c'est quelque chose qui est C'est presque normal. valorisé. Mmh. C'est normal, c'est Ouais. valorisé. Alors, tu as des gens qui disent que c'est un truc de LA, tu vois, d'avoir Mmh. un thérapeute. Mais la réalité, c'est que, pour moi, d'avoir besoin parfois d'une béquille qui puisse nous, alors je dirais pas que c'est une béquille sur qui on supporte, mais tu vois, de la petite béquille qui nous dise, bah tiens, regarde ça, questionne-toi sur ça, qui nous permettent d'avancer, c'était complètement normal. Et je me suis Mmh. rendu compte en écrivant le bouquin que, in fine, le sujet de la santé mentale était euh, très stigmatisé en Mmh. France, que En ça France, c'est paraissait pas compliqué. Mmh. normal, que limite quand t'es artiste, t'as le droit de dire que tu fais une dépression, tu vois. Parce que Ouais. l'artiste, il a le droit, l'artiste, tu rentres chez l'artiste, moi je donne souvent aussi cet exemple, son appart est en bordel, tu vas pas le juger, il est artiste. C'est Hein, ça. quand tu rentres chez quelqu'un dont Ouais. l'appart est en bordel, il va dire, Mmh. «Ah, c'est pas tenir sa maison». Tu vois, en fait, l'artiste, Mmh. finalement, est assez préservé, je trouve, globalement, dans la société, même il a parfois pas assez valorisé, mais relativement préservé. Et ben, et pour moi, demain, tout le monde doit avoir le droit de dire, mais j'ai un état anxieux, Mmh. le droit de se l'admettre, le droit de ne pas être tout puissant, le droit de faire une dépression, le droit de, écoute, j'ai un trouble de la bipolarité. Moi, dans mes équipes, j'ai toujours eu des gens qui avaient ce genre de trouble, en fait. Mmh. Euh, j'ai eu des personnes voilà, qui étaient, enfin, qui avaient du trouble du spectre autistique avec Asperger. J'ai eu, enfin voilà, des personnalités diagnostiquées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un diagnostic bipolaire ou schizophrène? Ça n'a jamais rien changé au Mmh. merveilleux que je trouvais qu'elles étaient, à leurs compétences ou quoi que ce soit. Et c'est un peu ça que je veux transmettre parce que c'est aussi ce qui se passe finalement. Tu sais, quand tu commences à t'intéresser à l'univers, au cosmos, on peut dire que, attends, t'as un problème. Mais non, tu te poses juste tu vois, non, t'as pas de problème, tu te poses des questions. Et voilà, et tu passes par des phases parfois dépressives parce que tu fais de l'éco-anxiété. Et je voudrais vraiment, vraiment normaliser ce sujet Mmh. d'un point de vue global. Moi, en plus, j'ai appris que j'avais un TDAH. C'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Euh, j'ai longtemps cru que j'étais dans l'effet Barnum. Donc, l'effet Barnum, Mmh. pour ceux qui connaissent pas, je vais peut-être le définir. C'est un peu comme l'horoscope, parce qu'on a lu quelques caractéristiques, on se croit dedans. J'ai Ouais. été voir 2 psychiatres pour bien vérifier. Enfin, voilà. Mmh. Une, une, une amie, Elodie Crépel, psychanalyse, m'a dit, tu devrais quand même aller te faire Ah, tester sur, j'adore sur le Élodie sujet, Krippel. Catherine. Mmh. Bah ouais, c'est Elodie qui m'a dit au démarrage, elle a dit, Mmh. Catherine, meuf, est-ce que tu aurais pas, elle Mmh. m'appelle pas meuf, elle me dit, tu aurais pas, tu devrais quand même y aller, ça serait intéressant, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai fini par me faire diagnostiquer, ça m'a éclairé ma vie, tu vois. Mmh. Vraiment, en me disant, ah, c'est donc ça, c'est pour ça que j'arrivais pas Ah à, oui. c'est pour ça que j'ai une notion du temps qui est complètement, qui part dans le décor. C'est pour ça que je me micro-focalise sur le truc qui a le Mmh. moins d'urgence, tu vois. Il y a plein de caractéristiques. Je me disais, oh, attends, je suis pas la seule en vrai. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est aussi en tant que concernée que j'ai envie de raconter aussi ça parce que il y a 400 troubles en fait aujourd'hui. Euh, il y en a, et pareil, hein, et le trouble est hyper intéressant parce que tu vois, tu as des gens qui entendent des voix. Et Mmh. en France, on va pouvoir te dire, c'est que vous avez un trouble, en fait. Mmh. Dans Ouais. d'autres cultures, c'est un don divin, en fait, de l'amour. Donc, Ouais.
c'est pour ça que ce sujet, en fait, il t'embarque dans des sortes de oh là là, vers quoi on part. Après, sans, je vais pas jusque, on va pas jusque là avec, je le coécris avec Eva qui est dans mon équipe. Euh, on va pas jusque là dans le livre parce que sinon on complexifie. Mais là, l'enjeu, c'est juste de se dire, on a autour de nous quelqu'un voilà, pour qui on se pose des questions, qu'on sent qu'il ne va pas bien, en fait, plutôt que de juger. De Posons-lui la comprendre. question, allons vers lui, demandons-lui, donnons-lui des ressources, que ce soit des professionnels, soit des ressources d'auto-aide, sans imposer quoi que ce soit. La personne reste maître de son propre parcours, mais voilà, j'ai envie vraiment de démocratiser ce sujet en disant, voilà, enfin, je veux dire, on peut, enfin, oui, c'est une nuance encore dans notre Une nuance, personnalité. exactement. Non, c'est génial et je pense que on en a besoin, comme tu le dis, de normaliser ces sujets, hem et d'accepter, j'aime bien dire parfois, d'accepter sa bizarrerie, en fait, tu vois? Mais bizarre aux yeux de qui? C'est encore ce sujet de percher, tu vois? Mais parce que, bah, on est tous, voilà, on a tous, voilà, on incarne tous ce petit brin de quelque chose, quel qu'il soit. Ouais, Et après, bah, on aime bien, comme tu dis, mettre des étiquettes et il y a des mots qui peuvent faire peur. On se dit, oh là là, ça veut dire quoi, TDAH? Comme tu disais, les gens tout de suite vont se faire tout un truc. Alors ouais, que, bah, non, en fait, juste comprendre la réalité d'un état d'être, ça change pas la personne avec laquelle on avait connecté avant ou quoi. C'est juste, bah, un peu, tu vois, j'aime bien dire, c'est comme un mode d'emploi de la personne. En fait, on fonctionne tous différemment et si on apprenait un petit peu bah, à comprendre le mode d'emploi des uns et des autres, peut-être qu'on bah, on arriverait peut-être mieux, tu vois, à vivre ensemble ouais. et à se comprendre. Et, et c'est très vrai. Et tu vois, on nous apprend à prendre soin de notre santé physique. Limite, c'est même valorisé Mm. d'aller voir un coach, d'aller à la salle de sport, de prendre soin de ça. Mais la réalité, c'est que personne ne nous apprend à prendre soin de sa santé mentale. D'ailleurs, je vous pose la question à tous les auditeurs qui sont là. Est-ce que vous êtes capable de vous dire, mais est-ce que je suis en bonne ou en mauvaise santé mentale? Mm. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais tout le monde doit se dire qu'il est en mauvaise santé mentale. Et ceux Mm. qui se disent qu'ils ne sont pas, c'est probablement qu'ils ont oublié certaines choses qu'ils ne voient pas. Après, derrière, il y a le niveau de souffrance. Est-ce qu'on en souffre plus ou moins? On peut se sentir très bien en ayant un trouble officiellement, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un trouble officiellement. Je peux être médicamentée si besoin en fonction de, comment ça s'appelle, pour me permettre de mieux me concentrer. Mm. C'est pas obligatoire, bon voilà, c'est une des sources de proposition. Par contre, je me sens bien en fait, tu vois? Donc Mm. on peut avoir Oui, aussi et à l'inverse, on peut n'avoir aucun trouble finalement santé mentale et se sentir très, 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 très mal en fait. Donc totalement. tu vois, c'est pour ça le sujet est subtil et tout à l'heure tu parlais de la notion d'indulgence envers l'autre aujourd'hui, mais enfin on n'est pas dans la tête de l'autre. Déjà, lui-même a du mal à se comprendre. Comment Mm. tu veux juger l'autre alors que lui-même a du mal à se comprendre? Comment tu veux Mm. escompter le comprendre, en vrai? Mm. Et du coup, moi, je pense que c'est cette notion de prenons soin de notre santé mentale sans forcément aller voir un psy, un thérapeute ou quoi que ce soit, tu vois, mais prenons soin de ce qui nous fait du bien au quotidien, Mm. préservons nos instants de joie aussi. On est dans une société où limite, bah, on t'enlève la joie, en fait, tu vois. Hormis quand t'es enfant ou quand t'as des enfants, globalement, on te donne plus la possibilité de ah il passe trop de temps à dessiner, il est adulte, il devrait pas. Mais attends, Mm. je veux dire si c'est ta passion, tu vois, enfin passons du temps à ce qui nous met en joie, qui sont là où on a généralement nos zones de talent en fait. Complètement. Et de l'importance au-delà, tu vois, de se soucier de sa santé physique ou mentale, ne serait-ce que, tu vois, la prévention. Tu vois, être justement dans cet état de prévention, c'est ok, j'ai peut-être pas nécessairement un trouble ou peu importe quel mot, etc. Mais de se dire, je m'y intéresse pour justement faire en sorte que ça reste bah, en bonne santé en fait, quelle qu'elle soit. Exactement, et surtout de l'accueillir en fait, parce que moi souvent il y a une phrase, je l'ai mis dans mon dernier article sur LinkedIn sur Oser partir. Tu sais, il y a une phrase alors le film c'est Le cœur des hommes, je suis désolée pour la référence, qui dit: «On quitte toujours les gens trop tard, jamais trop tôt». Et tu as beaucoup de gens qui, ben, prennent en charge comment ça s'appelle? Leur santé mentale, souvent trop tard, quand il y a un point de rupture. Donc tu vois, Mm. quand il y a un burn-out et Je vois. jusqu'au burn-out, on se dit: «Ah non, je suis dans l'effet Barnum, c'est pas si pire, c'est pas si terrible», tu vois? Et en fait, juste de s'autoriser en se disant: «Bon, bah, alors là, j'en suis au niveau d'énergie», tu vois? Moi, par exemple, je sors de l'écriture d'un bouquin
bouquin, je suis défoncée de fatigue. Mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas pris de vacances, j'ai bossé de 8h à 23h. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais derrière, eh ben, je vais récompenser. Là, tu vois, je suis contente d'être avec toi. Je me crée des instants de joie. Là, je vais avoir un mois. Alors, j'ai quelques conférences, mais ça va être phase d'inspiration. Je vais reprendre du temps pour, voilà. Mais c'est parce que je me connais bien et parce que je sais où sont mes zones de douleur. Et parfois, les zones de douleur, c'est un entourage toxique, c'est un compagnon, une compagne toxique, c'est un job toxique, c'est parce que enfin, on ne prend pas assez soin de soi, on se laisse aller aux autres, c'est parce qu'on ne s'exprime pas assez. Et tu vois, tout ça, ben, il y a que nous-mêmes intérieurement qui pouvons nous poser la question. Et c'est un parcours, en fait. Et c'est pour ça que je te rejoins complètement sur ce que tu dis au niveau de la prévention. C'est vraiment juste savoir, en fait, connaître les, tu vois, connaître les premiers signes. C'est quoi les premiers signes, tu vois? Mm. On va rentrer dans la partie de la magie des connexions humaines. Alors, j'ai une question que j'aime poser qui est quelles ont été les rencontres qui ont joué un rôle déterminant dans ton parcours, même si j'imagine qu'il y en a plein. Mais et avant cela, moi j'ai une question surtout pour toi, c'est tu fais partie des 100 barbares. Est-ce que tu peux juste nous Ah bah, préciser c'est quoi exactement les 100 barbares? alors c'est parfait que tu me poses la question parce que dans les rencontres bah voilà, j'allais te les dire dans les rencontres. Donc tu vois, l'intuition que Super. tu as eue, ça en fait partie. Les 100 barbares, ça avait été créé, c'était alors je dirais un mouvement, mais il y avait rien de normé. C'était même pas une association, c'était rien. C'était un jour Antoine Brachet qui lisait le classement Choiseul. Le classement Choiseul, c'est le classement des personnalités, tu sais, qui vont faire le monde de demain. Et à peu de choses près, c'était à l'époque, hein, c'était en 2015, peut-être 2016. En fait, il se disait, mais le monde de demain va pas forcément être créé avec des gens d'hier, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup, globalement, de grandes écoles classiques, de fils d'eux, tu vois, c'était quelque chose de très conventionnel. Et s'était dit, bah, qui vont être les personnalités qui vont faire le monde de demain, qui sont plutôt des entrepreneurs décalés en train de bah, changer le centre de gravité d'une norme. Donc c'est comme ça que je les ai rencontrés. Il y avait bah, Thomas Landrin qui avait créé un hack laboratoire. Il y avait vraiment des gens très on va dire, qui innovaient sur un domaine qui était très stagnant, tu vois, qui était bah, très homogène en fait. Et parmi, bah, justement, c'est comme ça que j'avais la magie de la vie, c'est ça. Hein. Et un jour, donc c'est là-bas, c'est sur cette page que j'ai dit la première fois, j'avais quasiment honte hein, de dire que j'avais fait l'optimisme. J'avais peur d'en parler à mes potes, j'avais peur de parler à ma famille qui allait me dire, mais qu'est-ce que t'as fait, Catherine? Tu vois, je leur avais dit que j'avais un projet, mais je leur avais pas dit quoi exactement à l'époque. Et la première fois que j'ai publié la page de l'optimisme, j'ai envoyé un message sur ce truc des 100 barbares. C'était un groupe Facebook à l'époque, je crois qu'il existe plus maintenant aujourd'hui, mais il y a un Thomas qui était dans cette page qui m'a dit ah j'adore ce que vous faites, tu vois. Et ça rejoint un peu ce que tu m'as dit la question de tout à l'heure, c'est tes premiers supports, c'est hyper important, tu vois. Et lui c'était un étranger que je connaissais pas qui m'a demandé est-ce que vous voulez qu'on se rencontre en fait. Je me suis dit c'est chelou hein, en fait. À l'époque j'avais pas compris, tu vois, ces rencontres un peu pas, tu vois, juste pour échanger, en fait. Quand tu es entrepreneur, tu comprends que tu vas rencontrer plein de monde juste pour échanger, voilà, pour avancer. Moi, je sortais d'un truc très rationnel. Moi, je m'étais dit oui, tiens, faut que je rencontre du monde. Et là, il comprend le sujet. C'est-à-dire qu'il bossait dans un grand groupe à l'époque et il me dit, mais je vois exactement pourquoi tu fais ça. Et là, je me suis dit, ça a été mon première personne qui m'a rassurée parce que c'était pas quelqu'un de proche. Il était, à mes yeux, quelqu'un de brillant. Il l'est encore, c'est quelqu'un d'incroyable. Mais tu vois, c'était quelqu'un que je value, que tu vois, dont le, Oui, dont le que t'as parcours, le fait qu'il valide, en fait, je me suis dit, c'est incroyable. Tu vois, c'est pas comme, voilà, tes potes je sais pas, ou tes parents, tu vois, c'était dans tous une les cas veulent validation ton extérieure. bien et vont te dire c'est bien, ouais. Exactement, exactement. Donc ça a été franchement je sais même pas si le projet existait, je lui ai dit plusieurs fois s'il n'était pas passé par là, en fait, parce qu'il m'a ouvert justement un autre univers de gens soutenants, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, puisque les barbares ont été, t'as un sujet,
tu lèves la main, tu as des gens qui viennent travailler en intelligence collective pour t'aider à gérer ce sujet. Donc ça a été vraiment un soutien absolument incroyable. Il y a eu, bah, tout à l'heure, je te parlais de la première personne que j'ai croisée à Barcelone qui m'a dit, tiens, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Fanny, du coup, il y a, qui ont été vraiment des personnes vraiment fondamentales aussi, tu vois, sur le parcours parce que ça, tout à coup, j'ai rencontré des gens qui avaient un peu la même vision un peu de l'univers, mais de la société que moi. Et je pense qu'en troisième rencontre, c'est Raphaël Duchemin, qui était l'animatrice de l'émission La France Bouge sur Europe 1 à l'époque, entre midi et 14 heures, qui un jour m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe des coachs de son émission. Et il faisait venir des entrepreneurs et moi, je leur apportais un regard un peu challengeant, en leur posant des questions, en valorisant, en ayant peut-être parfois un côté un peu, je dirais pas critique, mais critique dans le bon sens, tu vois, pour les aiguiller. Et c'était les autres, c'était Fred, le fondateur de Blablacar, Guillaume Gibault, le fondateur du slip français, Thomas, le fondateur de 1983. Donc c'était pour moi les rockstars de Référence, oui. et je me disais, et Raphaël Duchemin avait vu en moi finalement cette notion de quelqu'un de très différent et pour autant, tu vois, complémentaire à cette équipe. Et donc ça m'a mis en direct à la radio entre 12 et 14 heures, sans préparation, première fois de ma vie. Pour moi, ça fait partie des gens qui m'ont vraiment, vraiment fait confiance. Enfin, elle le sait, enfin, tu vois, elle n'a pas regardé au succès extérieur, elle a regardé la personne, tu vois. Et c'est aussi important de le dire que dans le milieu du média, eh ben, il y a des gens comme elle qui ne s'arrêtent pas à une forme de notoriété, parce que des gens beaucoup plus bankable que moi en nana entrepreneuse, il y en a. Elle s'intéressait à des types de personnalités et vraiment, je pense que ça a été fondamental parce que j'aurais jamais eu la prétention de même postuler à aller faire de la radio, alors pour moi, 1 heure de grande écoute sur Europe 1, tu vois. Et ça a été très, Ouais. très formateur et voilà. Vraiment, après, des rencontres, il y en a Il des y en a plein, centaines, bien sûr. tu vois. Et je C'est dirais que ça a vrai. été 2 rencontres, enfin 3-4 rencontres fondamentales sur mon parcours de vie et très inattendues, en fait. Je sais même pas, enfin, tu sais pas pourquoi ça. Tu sais que c'est magique parce que ça a pas de sens rationnel, en fait. Ouais. Oui, et puis d'avoir été toi-même, bah, ça a amené ces occasions, ces opportunités, Ouais. ces rencontres auxquelles où toi tu disais tu aurais même pas pu imaginer ou concevoir qu'elles puissent J'aurais arriver un jamais jour. eu la prétention vraiment de l'imaginer. Mais quand je te dis, je me serais jamais mis sur un pied d'égalité avec eux. Et pour aller au-delà de l'anecdote, je me rappelle d'être en voiture avec mes copains à Arcachon, je sais pas, quelques jours avant la proposition d'Europe 1, et qu'un de mes potes me dise, Kat, tu devrais faire de la radio quand même. Tu devrais faire une chronique en radio parce que voilà, tu as toujours des choses à raconter. Et là, je lui dis, mais j'ai pas la capacité de temps de le faire. Enfin, je veux dire, enfin, je vais pas aller m'amuser à taper aux portes de la radio, tu vois. Et je sais pas, mais je crois que c'était 2 jours après, je reçois from scratch comment ça va. Et puis, pardon, il y a aussi, et ça, je l'ai pas évoqué, mon éditrice. Parce que mon éditrice, on n'était pas à l'ère de l'influence aujourd'hui, où à partir du moment où tu as de l'influence, tu peux peut-être escompter écrire un livre. Quand mon éditrice m'a contactée à l'époque, c'était parce qu'elle voulait parler d'optimisme, parce qu'elle disait qu'il manquait de figures françaises sur l'optimisme et qu'elle voulait pas prendre du coach américain traduit en français. Pareil, c'est des gens, tu sais, qui m'ont fait confiance à un instant T. Et je trouve ça merveilleux, en fait. Tu vois, cette notion de on va faire confiance à quelqu'un de différent quand même. Euh, pas très dans la norme, tu vois, pas très dans le moule. Et c'est grâce aux autres vraiment que je considère en être là aujourd'hui, tu vois, grâce à ces rencontres qui sont des points de changement de vie que t'as pas forcément anticipé. Et c'est vrai que paradoxalement, j'avais quand même déjà écrit 80 pages avant le premier bouquin, en fait. Je ne savais pas que j'allais écrire un bouquin, mais j'avais quand même pensé que j'allais écrire un bouquin, donc j'avais quand même écrit des pages. Donc tu vois, c'est Oui, tu avais quand même, il y déjà a ça. l'intention de quand même. C'est ça qui Bah, est, ouais, mais ça sans qui est même chouette. avoir posé le rêve, tu vois. Ouais. C'est ça le plus incroyable, voilà, c'est comme ça. C'était instinctif finalement.
exactement. Ça qui était beau. Et comment est-ce que tu fais pour bien t'entourer? Ben, on en revient à cette notion d'authenticité, Ouais. c'est-à-dire que j'ai des gens très différents autour de moi. Mes grands potes, alors j'en ai quelques-uns dans le domaine du développement durable, j'en ai d'autres qui bossent dans la pharma ou chez Bouygues. On n'est pas tu vois, des gens très très rationnels, donc euh, pas du tout perchés, voilà, comme on dit. J'ai quelques copains entrepreneurs, pas beaucoup. J'ai des potes qui bossent dans des boîtes classiques. J'ai gens finalement qui sont comme moi. C'est-à-dire Mmh. que vraiment, honnêtement, en entrepreneur, j'ai un grand copain entrepreneur. Après, les autres, dans mon entourage, c'est relativement classique, mais c'est des gens à qui, je pense, avec qui, à qui on n'a jamais menti. En fait, on s'est jamais Mmh. menti sur qui on était, à qui j'ai toujours parlé très ouvertement de mes réflexions qu'ils ont plus ou moins compris au fil du temps, qui parfois eux-mêmes ont basculé hein, tu vois, sur tout ça. Et je pense que c'est vraiment comment dire, le point d'orgue pour se sentir bien, c'est d'être honnête, sur qu'il y en ait pas forcément de s'entourer des gens qui nous ressemblent, mais Mmh. dans tous les domaines, en fait, tu vois, par exemple, j'ai des échanges sur le côté un peu perché avec des gens qui sont un peu plus perchés que d'autres, tu vois, le côté plus entrepreneur, je vais aller voir un tel, le côté plus vie perso, je vais aller voir un tel, tu vois. Mmh. En fait, c'est une sorte de système. Personne ne répondra tu vois, finalement à tous les sujets. Et je trouve que c'est ça aussi qui permet de continuer à cultiver cette curiosité de la vie. Parce que si tu es toujours dans un entre-soi de gens qui pensent la même Mmh. chose, même moi, Tout à fait. au sein de ma boîte, je m'en méfie. Qu'on finisse Mmh. tous par penser la même chose parce qu'on voit les mêmes gens. En fait, je crois beaucoup à l'ouverture de voir des choses différentes. Ouais, c'est hyper intéressant de montrer, bah oui, que c'est la variété, la richesse des différents profils qui fait que aussi on grandit et qu'on peut créer des choses, Ouais. des choses impensables aussi belles. Est-ce que tu as eu une ou des périodes un peu difficiles, challengeantes dans ton Oh. parcours d'entrepreneur aujourd'hui? Et comment est-ce que enfin, tu les as vécues et tu as pu les traverser? Ouais. Je crois que la dernière fois, j'entendais une interview Arthur Aubeuf qui disait qu'il a fait toutes les conneries de l'entrepreneuriat. Moi, je pense que je suis pas loin de tout avoir fait. Qui va d'embaucher une pote à ne pas se payer, payer d'abord les autres. Enfin, vraiment les grandes erreurs des entrepreneurs que tu vas faire quand tu es plutôt de bonne composition, quand tu as plus ou moins un grand cœur, tu vois, tu Mmh. vas faire les erreurs. J'ai tout fait, je pense, hein, vraiment très clairement. Les choses les plus douloureuses ont été juste avant le confinement. Paradoxalement, la boîte allait bien, mais je sentais une sorte de dissonance très claire. J'avais l'impression que dans la société en général, il y avait des gens qui se cramaient pour essayer de faire des choses, tu vois, qui Mmh. montaient des projets, et que ces projets étaient valorisés, euh, pardon, que la valorisation du projet allait aux structures qui les finançaient, tu vois. Mmh. Et que du coup, il y avait une sorte de dissonance totale entre des gens qui se cramaient pour vraiment faire changer les choses et des structures qui derrière ne voulaient pas bouger. En fait, et vraiment, je suis rentrée dans une forme de colère, tu vois. Vraiment, clairement, c'est ce qui est une émotion que je vis pas très souvent, la colère. Euh, mais ça a duré sur le début de l'année 2019, je crois. Non, 2020. Ça a duré un mois à peu près. Bah justement, les fameux lâche pas, c'est quand tout va s'effondrer. Mmh. C'était à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça avait pris encore plus de sens. Du coup, Catherine, de quoi est-ce que tu es le plus fière dans tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui? Ah, c'est marrant. C'est une vraie question. J'ai toujours beaucoup de mal à savoir, en l'occurrence. Quand tu es entrepreneur, t'as toujours un sentiment d'inachevé, en fait, tu sais. Tu te dis toujours que tu aurais pu faire mieux, que tu aurais pu faire plus. Et c'est vrai que la notion de fierté, c'est pas quelque chose qui me colle à la peau, d'un point de vue général. Je crois que si j'étais fière de quelque chose, c'est déjà d'avoir réussi à mener un projet pendant 6 ans. Moi, pendant très longtemps, je suis un peu entrepreneur malgré moi. C'est parce que j'ai eu une bonne idée, en fait,
que je me suis dit que j'allais essayer de la concrétiser et donc il fallait monter une entreprise autour de tout ça. Et je crois que le simple fait d'avoir réussi à faire au mieux pendant 6 ans, je crois que ça serait ça ma plus grande fierté, en fait, tu vois, d'avoir réussi à tenir un cap, de pas avoir fait trop de dégâts dans mes équipes, de pas avoir Mmh. de dégâts dans la société, tu vois, d'avoir réussi à joindre les valeurs perso et la réalité du monde entrepreneurial. Je me dis, c'est déjà Mmh. pas mal, tu vois, de faire du bien. C'est énorme, c'est déjà, beaucoup comme tu le dis, surtout ne serait-ce que de même pas déjà concrétiser sa vision, c'est déjà énorme, mais encore plus, tu vois, l'incarner sur la durée, le tenir, et avec des équipes, ne plus, être, toute seule, tu vois, à porter, cette vision, mais, la multiplier, c'est beaucoup. On va aborder la partie question signature. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Question signature, d'habitude, tu vois, Catherine, moi je pose la question, quelles sont les dernières synchronicités que tu as pu vivre, mais toi pour le coup c'est ton sujet. C'est plutôt toi, pourquoi tu as choisi ce mot si particulier et si symbolique pour pour un de tes derniers livres, et quelle pourrait être la place qu'ont les synchronicités dans ta vie? Alors déjà, j'aurais pu te répondre, hein, sur les synchronicités. C'est Ouais. marrant parce que ce matin, j'ai eu un échange avec, enfin, pour réfléchir à la suite, en fait, de mon parcours et il est revenu une notion que tu as évoquée plusieurs fois dans le podcast. Alors, tu vois, pour moi, ça, Ah, c'est une j'adore. synchronicité. Heu, pourquoi j'ai choisi ce mot-là? Parce que pour moi, les synchronicités, je pense qu'elles ont toujours guidé ma vie, mais sans forcément le faire exprès. Je donne souvent cet exemple de la première synchronicité. Quand j'étais gamine, j'étais fan d'un groupe de musique internationalement connu qui faisait tu vois, des concerts dans des stades entiers et je les ai rencontrés par hasard sur un coup d'intuition dans le sud de la France, dans une église. Heu, Improbable. pour moi, non, mais c'est quelque chose de vraiment, mais quand je te dis vraiment incroyable, alors c'était il y a 20 ans maintenant, mais c'était comme rencontrer, enfin, je sais pas, Harry Styles par hasard, dans le fin fond de la Normandie, tu vois? C'est à peu près du même acabit. Mmh. Cette rencontre, elle a été fondamentale parce qu'elle m'a permis de comprendre que la vie a bien plus de surprises en fait que ce qu'on va réussir à planifier. Et c'est pour ça que pour moi, les synchronicités, se laisser aller finalement à ça, réussir à les voir, à les entendre, ça nous remet peut-être un peu d'humilité dans un système où on a l'impression qu'on va tout contrôler. C'est-à-dire que tu vois, je le vois beaucoup dans le monde entrepreneurial, on va faire ça, 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 ça comme objectif à 3, 5, 10 ans. Mmh. Moi, j'ai un problème avec le temps, donc je suis pas capable de le faire. Mais au-delà de ça, j'aurais jamais été capable d'imaginer ce que j'ai eu aujourd'hui. Tu vois, c'est beaucoup Mmh. trop grand en fait. J'aurais jamais pensé que 6 ans plus tard, j'en serais à certes 3 livres, un quatrième, mais derrière j'ai 4 autres projets éditoriaux. J'aurais été incapable de penser que j'aurais déjà fait de la radio. Tu vois, Mmh. j'aurais même pas été capable de le rêver. Donc la synchronicité, c'est aussi laisser place un peu à un peu plus de merveilleux et à nous sortir d'une forme d'arrogance de on sait ce qu'on va construire. Tu vois, on parle beaucoup de visualiser et vous aurez, ce qui en soi est effectivement intéressant, mais la réalité c'est que on peut avoir encore mieux en fait, et ce qu'on Mmh. on n'est même pas capable de l'imaginer. Donc c'est pour ça que je parle des synchronicités aussi derrière avec une notion. Donc il y a la notion d'humilité et il y a la notion de lâcher prise. Elles font du bien en fait. C'est aussi de se dire que la vie, c'est une succession finalement d'étapes et ça peut faire du bien de se dire bah aujourd'hui je suis dans une étape difficile, demain ça sera plus le cas. Je ne sais pas ce qu'elles vont être les cartes qu'on va me donner, tu vois. Et la Mmh. carte, tu vois, pour moi la synchronicité, c'est tu joues un jeu de cartes et t'as quelqu'un qui te donne une autre carte et soit tu la vois, soit tu la vois pas. Mais c'est Mmh. ça qui va te permettre de construire ton parcours de vie en fait avec peut-être un peu l'humilité de n'être qu'un simple humain, en fait, tu vois. Complètement. Non, non, c'est une très jolie définition
de la synchronicité. Et tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup du pouvoir, de la visualisation, des intentions, même de la loi de l'attraction, qui parfois tombent un peu dans des concepts New Age qui peuvent être contestés et contestables. Et moi, j'aime bien plutôt, tu vois, comme toi, me tourner davantage vers la notion de synchronicité parce que, comme tu le disais très bien, ça va bien au-delà de l'intention et de la visualisation de ce qu'on aimerait. C'est que ça vient rabattre un peu les cartes et nous en donner de nouvelles qu'on n'aurait pas imaginées, comme tu dis, et qui pourtant nous amènent sur le bon chemin qui est pour nous. Ouais. Et Et, moi, je trouve que c'est plus juste, en fait, parce que tu peux, effectivement, la visualisation, tout ça, évidemment, ça fonctionne. Tu parles, on le fait dans le domaine entrepreneurial, on te demande de visualiser à quoi va c'est ressembler vrai. ta boîte. C'est même ce qu'on fait dans le domaine en macro du monde de l'entreprise. C'est quoi vos projections? Mais en fait, c'est ça qu'on n'a peut-être pas compris, que ben oui, globalement, on peut avoir des choses en travaillant comme ça, mais c'est pas forcément les bonnes choses en fait. Mhm. Que la synchronicité, ça va te permettre de te mouvoir en permanence, de d'être toujours au plus juste en fait de ce dont tu as besoin, de ce que tu incarnes et de ce que tu vas aussi donner in fine au monde. Mhm. J'ai hâte du coup que tu me partages, alors peut-être en off, je ne sais pas, mais quelle est-elle la synchronicité à laquelle je te renvoie depuis qu'on échange toutes les deux sur cet épisode. Ah bah, alors je peux te la faire de façon très courte. C'est que ce matin, je me disais que j'avais à la fois un problème à être fière, tu vois, donc ça, on en a parlé à la fin, et au-delà Mhm. de ça, d'assumer sa puissance. Donc Mhm. finalement, que tu choisi Jupiter, que tu m'aies réexpliqué ce que c'était que Jupiter, etc., que je me sois entendu dire la différence entre pouvoir et puissance, qui est un truc que je connais depuis longtemps en fait. Ça, vraiment, pour moi, c'est une forme de synchronicité. Ça rentre euh, dans mon spectre. Je suis très tu sais, je suis très à l'écoute de ce qui vient quand j'ai une question. Je suis toujours très à l'écoute de ce qui vient dans le collectif en fait en permanence Mhm. voilà de ce que j'entends dans la journée en fait. Et moi qui pensais ne pas oser, tu vois, t'écrire et te contacter, et qui finalement, voilà, t'envoie un message en te disant, ah, moi j'ai envie de vous recevoir parce que je te vous voyais, je voudrais vous recevoir. Et je me rappelle très bien de ta réponse qui était voilà avec grand plaisir. C'est pour ça que c'est très curieux parce que tu es mon dernier appel de la journée et mon premier c'était justement l'autre. Donc j'ai l'impression d'avoir vécu une journée. Tu sais, c'est très, ouais, c'est très surprenant. Et tu vois, tout ça pour moi, ça, je le prends toujours en ligne de compte en fait. Alors je Mhm. dis pas que je me base sur les Bien synchronicités en sûr, permanence. Je veux dire, il y a quand même du rationnel. évidemment. Il y a quand même de la, voilà, c'est pas comme ça en permanence, mais tout ça, ça rentre dans des éléments de ouais, voilà, tout est pour moi élément de réflexion, de Mhm. réorientation, de questionnement. Et j'adore me questionner, j'adore douter, j'adore, tu vois, tout le monde se dit, non, mais le doute, ne laissez pas le doute vous envahir. Mais plus bordel, moi, le doute, je l'ai au quotidien et Mhm. je trouve ça incroyable de douter, en fait. Tu vois? Ouais, parce que ça permet toujours d'évoluer, de se remettre en question, d'améliorer et pas de rester sur un statu quo ou sur un acquis qui finira tôt ou tard par être dépassé en fait. Donc, Ouais, moi, c'est- j'ai une pote qui me disait à Noël, elle doute de tout en permanence, régulièrement, elle refait la liste de ses relations perso et pro et elle se demande si elles sont bonnes ou pas pour elle. Je me disais, c'est dur comme exercice. Eh ben non, elle le fait, ça lui paraît normal, tu vois. Donc c'est aussi ça ouais, qui ouais. est rigolo de se dire, bah, on a tous différentes façons d'incarner le doute. Mhm. Complètement. Donc de l'importance du doute. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes actuellement en période ou en phase de doute, et ben, ne vous découragez pas. Au contraire, c'est même bon signe de douter et ça peut amener plein de choses positives derrière. Catherine, c'est quoi du coup la suite pour toi? Alors on en a quand même abordé quelques-unes, mais est-ce que voilà, tu as des projets ou des actualités que tu aimerais partager qui arrivent? Oui, alors, oui et non, d'ailleurs, tu vois. Je laisse toujours de la place à l'inconnu. Cette année, j'essaie un peu plus que les autres années de me dire, bah tiens, quelles sont mes envies, en fait. De quoi j'ai envie cette année que j'ai mis de côté pendant les autres années. Donc, typiquement, dans mes envies, il y a le fait de faire plus de sport, de prendre plus de vacances. Donc, ça n'a rien à voir avec l'optimisme, mais c'est important pour moi.
Et il y a l'envie d'aller peut-être créer un podcast sur le sujet qui m'occupe justement en ce moment de la santé mentale. Ça serait une de mes envies. Ah, c'est génial. Voilà, j'ai plein d'envies. Je sais pas lesquelles vont se concrétiser, comme le TDAH me donne un vrai problème avec le temps en Mm. permanence. Mais j'ai envie d'être dans la joie cette année. Je donne aussi peut-être cette petite astuce à ceux qui nous écoutent et qui sont arrivés après autant de temps encore jusque-là. Chaque année, au lieu de me donner des résolutions, tu vois, ou même Mhm. avec la boîte de faire ceci, cela, euh, je décide d'un mot en fait et je pilote mon année à travers ce mot. C'est-à-dire que l'an passé, j'avais choisi le mot je l'ai oublié. Ah, c'est marrant, tu vois comment on l'oublie. L'assertivité. Donc Ah le oui. fait d'oser dire non sans, tu vois, d'oser dire non. J'ai l'impression que toute l'année m'a challengée en fait. Voilà, autour de ce mot. Et du coup, là, je suis en train de réfléchir à quel va être mon mot de l'année. J'hésite entre deux choses. Incarner, enfin, soit la joie, soit Mhm. incarner sa propre puissance. Donc c'est pour ça que ton podcast me fait Mm. écho parce que c'est ma réflexion du moment. Joie puissance, peut-être que tu peux t'autoriser à en avoir deux et que les deux, voilà, se parleront entre eux tout au long de l'année. En tout cas, je suis Ouais, ravie que le podcast et cet épisode aient pu t'amener ces pistes de réflexion pour toi. Tu vois, j'aurais jamais pensé. Donc, bien sûr, bien sûr. Et vraiment, je vous recommande de faire ça, en fait, même si on est au milieu de l'année ou à la fin de l'année quand vous écouterez ce podcast, de vous dire quel va être mon mot de l'année. Comme ça, je vais prendre mes décisions au regard de ce mot, en fait. mm, Parce que tu vois, c'est pas une résolution. C'est vraiment j'en ai besoin. Par exemple, j'ai besoin de me donner plus de temps. J'ai besoin d'oser dire non. J'ai besoin d'être entendu. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de parler, tu vois, de se dire quel est mon besoin et je vais l'identifier, je vais me mettre un mot, je vais poser un mot et tout au long de l'année quand je vais avoir des questions, quand je vais avoir des demandes, des propositions, je vais regarder ce mot, est-ce que finalement c'était la promesse que je m'étais faite au début de l'année? ouais, c'est une très jolie façon d'arbitrer ses choix, ses décisions avec la bonne posture alignée. Donc on retient ce conseil. J'aime bien demander à mes invités quelle pourrait être la petite action que tu repousses, mais que tu pourrais faire demain, en tout cas prochainement, et qui pourrait avoir un maxi impact pour toi dans ta vie. Accepter de faire des vidéos. Ok, Et même le tu podcast, refuses. c'est deux choses Mm. alors je refuse et je prends pas le temps, clairement. Mais Mm. je pense que ça pourrait avoir un grand impact, tu vois. Je me suis posé la question aussi de faire des formations. Enfin, j'en fais sur la qualité de vie au travail, mais tu vois, d'en faire un peu plus généralement. Mm. Euh, pour le moment, j'avais quand même un petit, ouais, une petite zone de doute en fait. Alors, il y avait en termes de temps, mais aussi en termes de contenu. Et je me dis que, en fait, à chaque fois, on me dit, ben, ça a de la valeur, ça pourrait être éclairant. Et c'est vrai que j'ai jamais Mm. posé, en fait, tout ça en linéaire. Alors que ce soit format podcast, YouTube comment dire, formation, peu importe, en fait. Mais tu sais, de poser un peu toute cette matière que j'essaime un petit peu partout, Oui. mais de façon non construite. Bah, tu évoquais ton souhait de te lancer dans le podcast. Si ça se trouve, je pense que le podcast vidéo pourrait totalement voilà, répondre à cette action que tu as envie probablement de faire. Attendez-vous à voir arriver Catherine Testa sur YouTube en 2023 ou même plus tard, je ne sais pas, mais ce serait très chouette, en tout cas, Ouais. de Ça davantage te m'imposerait voir. de me coiffer tous les jours. Tu vois? Et ça, c'est un... Parce que là, alors tout à l'heure, Marine a vu ma tête, parce que comme je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur encore aujourd'hui à écrire, je peux pas faire des vidéos tous les jours, tu vois, Marine. Oui, au début. Bon, après, tu sais, en fait, c'est par rapport à l'image qu'on veut donner. Finalement, en vrai, je crois Oui, c'est que, vrai. comme tu Ça, c'est disais, vrai. on vient comme on est. Bah, c'est ça. A-t-on vraiment besoin du brushing parfait pour la visio, pour la vidéo inspirationnelle, finalement? Voilà, peut-être. Je pense que c'est un rapport Probablement pas. de soi à soi plutôt que de soi avec les autres, finalement. C'est clair.
C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer? Même si j'ai une petite idée, mais peut-être que tu vas me surprendre. Tu es imparfait, t'en fais pas, les autres aussi sont imparfaits. Moi, je crois que c'est ce qui personne me l'a jamais donné ce conseil, en se disant, la réalité, c'est que tu trouveras toujours les autres meilleurs, tu trouveras toujours que ce que t'as fait, c'est pas assez bien. Enfin, outre personnalité, enfin voilà, outre quelques-uns. Mm. La réalité, c'est que les autres sont tout aussi imparfaits, en fait. Et donc, tout va bien. Tout va bien. Bah, c'est super comme mot de la fin. Merci, merci infiniment Catherine pour la qualité, pour la valeur, pour le partage, tous ces échanges. Voilà, j'ai énormément de plaisir à t'accueillir. Tu vois, le temps, j'ai perdu la notion du temps et je pourrais continuer l'épisode avec toi tellement c'était un chouette moment. Où est-ce qu'on peut dire aux personnes de te retrouver, de te suivre sur les réseaux? Instagram et LinkedIn sur Catherine Testa. Et sinon, via les différents médias, l'Optimisme.com et l'Optimisme Pro. Voilà, c'est .com et .pro, où là, on partage vraiment plein d'articles mais c'est pas que mon travail, c'est le travail de toute une équipe, du coup. Et dans les livres, fabuleux. Pardon, dans les livres, on peut aussi me retrouver à la FNAC, chez Cultura, dans les librairies, sur Amazon, voilà, sur mes différents livres. Avec un super livre sur un sujet plus que d'utilité publique à venir, et qu'on a hâte de découvrir. Exactement. Mais merci Catherine. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le compte Instagram @vibe_le podcast, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story, parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises « Oh là là, mais est-ce que j'ai aimé cette vibe ?» On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe.